Sécurise derrière. Depuis plusieurs années, les autorités douanières européennes interceptent de plus en plus de cocaïne. Des milliers de kilomètres de côtes et des centaines de ports. Autant de portes d'entrée pour le trafic de drogue. C'est un marché mondial. Ils s'implantent là où ils estiment devoir renforcer leur présence ou développer leurs activités. Face à l'ingéniosité croissante des trafiquants de drogue, le Portugal et l'Espagne sont sous pression. Comme toujours, les narcotrafiquants et les malfaiteurs semblent avoir une longueur d'avance. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Quelles mesures l'Europe peut-elle mettre en œuvre pour combattre ce fléau ? Une patrouille maritime des douanes espagnoles s'apprête à lever l'ancre. Toujours rien à l'avant, n'est-ce pas? Ok, je mets les gaz. On peut y aller. Leur départ ne passe pas inaperçu. Ils nous surveillent constamment. Vous voyez ce pont? Dès qu'on sort, ils nous voient et se passent le mot. Ils savent en permanence où nous sommes. Ça complique notre travail. Dans la baie d'Algésiras, les équipes des douanes sont régulièrement mobilisées pour des affaires de contrebande. La nuit, elles interceptent des cargaisons de tabac en provenance de Gibraltar. Depuis plusieurs années, du hashish transite également depuis le Maroc par le détroit. Les douaniers traquent la moindre activité suspecte. Les navires de grande taille sont équipés d'un système d'identification qui permet de connaître en temps réel leur vitesse, leur position et leur route. Mais sur les petits bateaux, ce système n'est pas obligatoire, d'où l'utilisation du radar. Ici, on peut voir 3 échos potentiels. Il pourrait s'agir d'un bateau naviguant feu éteint ou bien d'une embarcation illégale. Si je le sélectionne, le radar m'indique que sa vitesse est de 11 nœuds. Mais on va devoir aller vérifier sur place. En rentrant au port, leurs appareils détectent un signal suspect. En direction de la plage. 2 échos détectés. À 11 heures. C'est clean, RAS. Ok. On rentre. Depuis quelques années, les bateaux ne transportent plus uniquement du tabac et du hashish. Il y a 2 ans et demi, on a intercepté un bateau sur la plage. On pensait qu'il transportait du hashish, mais quand on a procédé à l'interpellation, on a découvert qu'il s'agissait en réalité d'une cargaison de 429 kilos de cocaïne. Lorsque les douanes saisissent un bateau utilisé pour le trafic de drogue, il est transporté jusqu'à leur base navale. Et parfois, l'espace commence à manquer. Le port d'Algésiras donne sur le détroit de Gibraltar, une importante voie maritime reliant l'Atlantique à la Méditerranée. Avec plus de 4 millions de conteneurs traités chaque année, dont plusieurs milliers en provenance d'Amérique du Sud, il compte parmi les plus grands centres de transit de marchandises d'Espagne. Les agents des douanes y réalisent régulièrement de substantielles saisies de drogue.
L'année 2024 est marquée par une saisie record en Espagne, et l'une des plus importantes au monde. 13 tonnes découvertes dans un conteneur en provenance d'Équateur. Lizardo Capote dirige le service des douanes d'Algésiras. Il se rend sur le site portuaire où l'une de ses équipes procède à l'inspection des conteneurs de fret. Si cette partie est mouillée, c'est fichu. C'est là que se trouvent les caméras, les capteurs. Qu'est-ce que vous en dites? Il peut rester ici? Oui, parce que le vent vient de l'ouest. Si c'était un vent d'est... Dans ce sens? Oui, ce serait bien pire. Si quelque chose se détache, le vent d'ouest l'emportera au loin. Mais avec le vent d'est, ce sera projeté sur nos installations. Les contrebandiers inventent sans cesse de nouvelles cachettes. Pour les contrer, les douanes d'Algésiras disposent d'un scanner de la taille d'un camion, qui permet d'inspecter à la fois le chargement et le véhicule. Mais aujourd'hui, l'équipement est hors service. Nous sommes fin janvier et les violentes tempêtes hivernales rendent son utilisation trop dangereuse. Les cargaisons suspectes vont devoir attendre. Il doit d'abord être scanné. Tout conteneur qui semble inhabituel doit être inspecté avant de pouvoir poursuivre sa route. Prenons celui-ci par exemple. Sur cette image, on peut voir des rondins de bois. Et ici, on distingue de petits rectangles blancs. C'était de la cocaïne. Les douaniers ne sont pas les seuls à subir les caprices de la météo. Pour les passeurs de drogue, qui utilisent des embarcations ouvertes, naviguer sur une mer agitée représente un danger important. Dans ces conditions, les activités de contrebande sont alors interrompues. L'unité opérationnelle de Lizardo Capote a repéré un conteneur suspect. Bonjour. Le conteneur est prêt? Cette fois, il s'agit d'une cargaison de bananes en provenance de Colombie. Pour ce qui est des bananes, il ne faut pas oublier qu'elles arrivent ici avant maturité. Pourquoi? Parce qu'elles doivent encore être vendues. Elles doivent être bien vertes quand elles transitent par ici. Ce n'est qu'une fois chez le client final qu'elles mûrissent. Si vous voyez des caisses contenant des bananes mûres, c'est une aberration commerciale. Donc, surveillez ce critère. Le plastique utilisé pour emballer la cocaïne dégage de la chaleur et modifie la température à l'intérieur du conteneur, ce qui accélère la maturation des fruits. Si le conteneur reste frais, les bananes restent vertes. C'est compris? Avant de pouvoir ouvrir un conteneur, les douaniers doivent disposer d'indices concrets. Un système informatique les alerte en cas de combinaison suspecte entre différents types de marchandises, différentes provenances ou différentes entreprises. Le temps dont ils disposent pour effectuer les contrôles est limité. En été, la température peut atteindre 45 degrés. Si la chaîne du froid est interrompue trop longtemps, les denrées alimentaires sensibles peuvent rapidement se détériorer. Il faut scanner chaque caisse individuellement, une par une. En parallèle, j'aime bien examiner l'emballage en carton à l'œil nu, pour vérifier qu'il est bien propre. Ils ont des milliers de techniques et il faut rester extrêmement attentif. Il faut inspecter les palettes, ouvrir les cartons, fouiller entre les fruits, voir à l'intérieur. En général, les colis sont cachés au milieu. Lui, c'est le chef d'équipe de la brigade des douanes. Le chargement contrôlé aujourd'hui ne contenait rien d'anormal. Mais bien souvent, la réalité est tout autre.
Lors de cette saisie datant de 2023, plus de 9 tonnes de cocaïne ont été découvertes, dissimulées dans des caisses de bananes. La majeure partie de la cocaïne arrive en Europe par conteneur. Dernièrement, les inspecteurs ont observé une diminution des saisies dans certains ports et soupçonnent un changement de stratégie de la part des trafiquants. Depuis quelque temps déjà, les gros navires sont délaissés au profit de chalutiers ou de petits voiliers plus difficiles à surveiller. Les douaniers doivent donc eux aussi s'adapter. Au Portugal, des agents venus de toute l'Europe planifient conjointement des opérations de lutte contre le narcotrafic. Dans cette cellule spécialisée, une équipe d'analystes surveille le trafic maritime dans l'Atlantique. Dans certains cas, ce sont eux qui repèrent les tracés de routes inhabituels. Dans d'autres, ce sont des inspecteurs de différents pays qui leur transmettent des informations sur des navires suspects. Les quantités de drogue transportées par les bateaux à travers l'Atlantique ne cessent d'augmenter à chaque expédition. Il y a 9 ans, une saisie de 200 à 500 kilos de cocaïne était considérée comme importante. Aujourd'hui, nous avons déjà réalisé plusieurs saisies de 10 tonnes sur un seul et même bateau. Ana Carreira travaille pour le MAOC-N, le Centre d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants. Plus d'une dizaine de pays y échangent des informations sur les livraisons de cocaïne à venir. Le centre coordonne les opérations menées conjointement par les autorités de plusieurs pays. Ana Carreira et ses collègues analystes travaillent en étroite collaboration avec les agents de liaison des États membres. Chaque jour, les agents de liaison reçoivent des informations de leurs autorités et nous les transmettent. En parallèle, l'équipe d'analystes, le chef des opérations et le directeur se réunissent chaque semaine pour discuter des affaires en cours et de celles qui viennent d'être clôturées. On discute aussi des opérations en cours de planification. Si on estime qu'une aide serait la bienvenue, on définit tous ensemble la meilleure stratégie à adopter, en collaboration avec les inspecteurs des pays concernés, évidemment. En novembre 2025, les informations fournies par le MAOC ont permis de faire la différence. Des forces spéciales de la marine portugaise, épaulées par l'armée de l'air, arraisonnent 2 chalutiers. L'opération est coordonnée par la police judiciaire. À près de 1000 km des côtes portugaises, les agents saisissent 7 tonnes de cocaïne. D'un point de vue géographique, notre objectif est de couvrir toutes les voies d'accès à l'Europe. Aucun pays ne peut à lui seul couvrir l'ensemble du territoire. Ensemble, on peut réunir davantage d'informations et mieux coordonner nos interventions. Le MAOC est financé par des fonds européens et par les États membres. Des pays partenaires comme les États-Unis lui fournissent également des informations importantes. À Al Jazeera, les douaniers patrouillent le long de la côte. On quitte Al Jazeera, Alpha 1 et Alpha 2. On est 3 au total. En se rendant à l'un de leurs postes d'observation, ils remarquent une voiture suspecte. Il accélère. Ça fait un bruit bizarre.
Dans le secteur, les véhicules dont le moteur a été boosté éveillent immédiatement les soupçons. Son accélération était bruyante, donc j'ai voulu vérifier. Mais en passant près de lui, je l'ai reconnu. Je sais qui est ce garçon. La surveillance des enquêteurs ne se limite pas aux activités terrestres. La baie et le détroit font également partie de leur zone de contrôle. Ici, je guette le moindre sillage laissé par les bateaux lorsqu'ils filent à grande vitesse. Là, je ne vois que des embarcations qui ont jeté l'ancre. Un bateau qui se déplace trop rapidement, c'est très suspect. Ces traces à la surface de l'eau sont laissées par des bateaux ultra rapides, équipés de moteurs puissants. Outre les navires de fret, ils constituent un autre moyen de transport pour les grosses cargaisons de drogue à destination de l'Europe. Là-bas, c'est la pointe de Ceuta et le reste, c'est le Maroc. Il n'y a que 12 ou 13 kilomètres jusque là-bas. Avec un bateau de passeurs, traverser le détroit de nuit ne prend que 4 minutes. Ces dernières années, le nombre de drop-off n'a cessé d'augmenter. Le Maroc est le premier producteur de hashish au monde. 80 à 90% du hashish présent en Europe provient de cette filière. Mais désormais, de plus en plus souvent, les bateaux préfèrent transporter de la cocaïne. Ça rapporte davantage. En l'espace de 2 ans, la situation a radicalement changé. Leur mode opératoire consiste à utiliser de petites embarcations pour récupérer la drogue, soit depuis les navires marchands, soit directement en mer après largage des ballots, puis à l'acheminer vers Cadix, Huelva et notre région. Dans le sud de l'Espagne, ces bateaux ultra rapides, surnommés narcolanchas, constituent un problème depuis des années. Mais aucune solution n'a encore été trouvée. Ces embarcations leur donnent un avantage décisif, parce qu'elles mesurent une douzaine de mètres de long. Ces bateaux de grande capacité peuvent transporter plusieurs tonnes de drogue à la fois. Avec leurs moteurs pouvant atteindre 900 chevaux, ils sont extrêmement rapides et difficiles à intercepter. Ils ont longtemps été utilisés pour le transport de hashish, et aujourd'hui le secteur est en pleine expansion. 3% du commerce mondial transite par le détroit. Imaginons que je dissimule de la cocaïne à bord d'un cargo. Il devra inévitablement y passer. Il suffira alors d'attendre qu'un des semi-rigides qui tournent en permanence dans la zone vienne récupérer la drogue. Résultat, plus d'argent pour toi, plus d'argent pour moi. Les narcolanchas permettent également d'éviter les ports et le littoral et de remonter directement les fleuves qui mènent à l'intérieur des terres. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore les barrières. Cette barrière a été construite il y a quelques années pour empêcher les bateaux transportant de la drogue de remonter le fleuve, parfois 7, 8 ou 9 fois par nuit. À l'époque, c'était une solution efficace. Mais aujourd'hui, de nouveaux défis apparaissent, comme les drones. On a entendu parler de drones survolant la région de Gibraltar, mais ce ne sont pas les nôtres. Les trafiquants les utilisent pour surveiller la zone ou transporter de petites quantités de drogue. On soupçonne également la présence d'un sous-marin dans cette partie du détroit. On en a déjà découvert plusieurs en Galice. Ces nouvelles technologies nous imposent une vigilance accrue. Comme toujours, les narcotrafiquants et les malfaiteurs semblent avoir une longueur d'avance. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Ils ne sont pas plus intelligents, ils ont juste plus d'argent, ce qui leur permet de s'offrir les technologies les plus avancées. Le Guadalquivir est le plus grand fleuve de la région. Ses multiples canaux forment un vaste delta qui se jette dans l'océan Atlantique. Aucune barrière n'y a jamais été érigée. Chaque bras du fleuve peut donc servir de couloir pour le trafic de drogue. Depuis des années, les courses-poursuites entre les narcotrafiquants et les forces de l'ordre se succèdent. En plus des vedettes de patrouille,
les autorités mobilisent également des hélicoptères pour surveiller le fleuve. Plutôt que de transporter de la drogue, certaines narcolanchas sont chargées de bidons d'essence destinés à ravitailler les voiliers qui restent parfois en mer pendant plusieurs semaines. Plutôt que d'intercepter immédiatement les passeurs, les agents des douanes ont récemment développé une nouvelle méthode. Ils les prennent en chasse jusqu'à ce qu'ils soient contraints de s'arrêter, faute de carburant, ou en raison de la surchauffe des moteurs. « 33 degrés 02 nord. Je répète, 33 degrés 02 nord. Et 005 12 ouest. » Ok, bien reçu. On ne sait pas de quel type de bateau il s'agit. On ne sait pas trop ce qui émet ce signal. Dis-lui que c'est pas nous. Ils m'ont juste appelé pour savoir si c'était nous qui ne comprenions pas. Pour s'assurer que c'était pas nous. Dans ce cas, dis-leur que ce n'est pas nous non plus. Bien reçu. On va regarder où c'est. Si c'est dans les environs, on ira jeter un coup d'œil. C'est là, au milieu de l'écran. Ok, je descends. Laissez-moi passer. Nos systèmes ont détecté quelque chose au milieu du détroit, entre Gibraltar et Ceuta. Il pourrait s'agir d'un bateau de plaisance, mais il semble naviguer tout feu éteint. On doit aller vérifier. C'est un bateau de plaisance? Pas un bateau de pêche? Il est à tribord. Il avance. On est derrière lui maintenant. Vas-y, fonce. Tu sais y faire dans ce genre de situation. Bonsoir. C'est la douane. Vous venez d'où? Oui, mais pas nous. Le propriétaire du bateau est à bord? Ils ont l'air clean. Oui. Tu veux pas leur rendre visite? Non. Vous pouvez y aller. Bonne nuit. Répondez, 02 pour 19. On a localisé le bateau et effectué un contrôle de routine. Pour information, il s'agissait d'un bateau de pêche de loisirs. Bien reçu. Revenez dans la baie. Outre la contrebande opérée à bord de bateaux de pêche ou de voiliers, le MAOC de Lisbonne surveille également l'émergence de nouvelles méthodes. Ces dernières années, on a constaté divers changements dans les méthodes des organisations criminelles. Certaines ne sont que des adaptations de procédés existants, enrichis de quelques innovations. D'autres, en revanche, sont totalement inédites, comme l'utilisation de semi-submersibles. Il y a déjà plusieurs années, différentes autorités et nos agents de liaison ici nous avaient rapporté que des inspecteurs de terrain avaient entendu parler d'organisations capables d'acheminer de tels engins jusqu'en Europe via l'Atlantique. Ces semi-submersibles existaient déjà depuis longtemps dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Les services des douanes ont longtemps considéré qu'une traversée de l'Atlantique à bord de ces bateaux semi-submersibles, aussi appelés narco-sous-marins, était impossible. Mais en novembre 2019, tout a changé.
La première fois qu'on a été confronté à un cas de ce genre, on cherchait un voilier ou un chalutier qui traversait l'Atlantique. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Ce n'est qu'au beau milieu de l'opération que le déclic s'est produit. On s'est tous dit, et si on avait affaire à toute autre chose? Les pays qui fournissent les informations ne sont pas nécessairement ceux qui mènent l'opération. À l'époque, la marine portugaise avait été chargée d'envoyer un navire pour intercepter le vaisseau. Et quand je parle de déclic, c'est parce que la nuit où la marine portugaise s'est lancée à la recherche de la cible, elle a reçu des informations précises sur la zone à rejoindre. Une fois sur place, l'équipe a déclaré « On a un problème. On est bien aux coordonnées que vous nous avez transmises, mais il n'y a rien. » Je me souviens très bien de ce moment où quelqu'un a dit « Et si ce n'était pas un voilier, ni même un chalutier ?» Nos informations sont vérifiées et les forces d'intervention sont au bon endroit. Donc si on n'a pas fait d'erreur sur la localisation, c'est peut-être qu'on s'est trompé ailleurs. Depuis ce jour, l'alliance entre le MAOC et les services d'enquête a permis de repérer 5 autres semi-submersibles au large des côtes européennes. Chacun transportait plus de 1000 kilos de cocaïne. En janvier 2026, les forces spéciales de la marine portugaise passent à nouveau à l'action. À 400 km au large des Açores, elles interceptent un narco sous-marin. Le chef des forces navales nous détaille les enjeux de ces opérations. Lorsque les forces d'intervention montent à bord d'un sous-marin, elles cherchent avant tout à profiter de l'effet de surprise. Cela n'est possible qu'avec des informations fiables, une bonne exécution, une préparation rigoureuse et des exercices en amont. Ce qui change, bien sûr, c'est la technologie. Aujourd'hui, on parle de semi-submersibles. À l'avenir, il pourrait s'agir de drones sous-marins. Il faut en permanence s'adapter à la réalité du terrain. Autorisation de chargement. Si c'est bon, vous pouvez commencer. La police judiciaire portugaise est en charge des enquêtes menées avant les saisies en haute mer. Elle conserve les stupéfiants dans un coffre-fort jusqu'à leur destruction. Tu restes entre les deux véhicules. 7 tonnes de drogue sont en cours de chargement, dont 1,5 tonne de cocaïne. Allez, on y va. Valeur de revente, près de 90 millions d'euros. Une fois par mois, les agents de police sont déployés pour acheminer la drogue vers le site de destruction. Mettez-vous à gauche, complètement à gauche. Une moto de police nous dépasse par l'arrière. Sécurise derrière. L'usine d'incinération des déchets. La dernière étape pour la cocaïne. En 2025, 25 tonnes de cocaïne ont été saisies au Portugal. Toutes sauf une acheminée par voie maritime. Au cours des 12 derniers mois, les autorités portugaises ont découvert 3 nouveaux narcos sous-marins. Les inspecteurs supposent que des narcolanchas devaient transporter la cargaison vers la péninsule ibérique. Dans l'Atlantique, le jeu du chat et de la souris continue.